qui viennent d'un peu partout, France et étrangers. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc c'est chouette, on a la chance d'avoir des gens de partout. Vous pouvez toujours nous écrire d'où vous venez, c'est toujours chouette de voir, de vous voir. Et c'est cool, on vous voit de mois en mois en plus, hein. Euh, je vois pas mal de gens de la formation, des gens qu'on Ah oui, connaît. quand même. Ça donne le tournis, là. Ah, bah, Candice, elle est à New York, super, trop Ouais. bien. Bah, ça, c'est nos anciens sommeliers cavistes de l'école, hein. Ils ont été diplômés ou voilà, et ils ont l'occasion ensuite de voyager all over the world On voit ça. pour, euh, pour parler de vin. Ah, bonjour Eugénie, super, salut. Ça va, Justine? Top. Alors, dites-moi donc aujourd'hui, ah oui, Eugénie, t'es où toi? Dans quelle ville? T'es encore en Bah France? là, je suis à Nantes en ce moment, mais je fais la formation DIDG de Bordeaux. Ah, super. Donc, une nouvelle ambassadrice de la dégustation intuitive et géosensorielle qui va bientôt faire un tour en Amérique latine. Tu nous diras ce que tu as pensé des vins latins. Ok, oui. Je t'enverrai une petite liste de tout ce que j'ai aimé. Ça roule, ça devrait nous intéresser. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour parler des vins donc, du Portugal et pourquoi on devrait en déguster plus. Voilà. On a eu la chance dans le dernier RVF là, du mois d'avril d'avoir une rubrique spéciale vin du coup de Bayrada et de Dao par Robin L'Enfant qui est caviste à Paris et aussi dégustateur au comité de la RVF. Bonjour. Voilà, donc je vais te présenter tout de suite Robin et ce soir on a aussi la grande chance d'avoir Paul avec nous, Chevreau, qui est vigneron depuis 2-3 millésimes dans la région du Dao au Portugal. Donc les garçons, je vous laisse vous présenter si vous voulez bien. Je vous laisse choisir qui commence. Paul, à toi l'honneur. Ok. Bon. Je suis français. Je suis de Besançon à l'origine. Et mon épouse et moi, on s'est installés là en fin 2019 avec un projet plus touristique à la base avec l'intention petit à petit de faire nos vins. Mais le tourisme en 2019, ça s'est mal passé en décembre 2019. Donc ça s'est passé à la trappe. Et maintenant, bah, moi, je fais du vin à temps plein et ma femme est négociante de chevaux. Elle achète des chevaux, les élève et les vend en France. Voilà. Et la marque Vizinho Vinheteiro, qui veut dire voisin vigneron, qu'on a lancé pour le millésime 2020. Exactement. Et ravi, la patate. Ouais, très content, très content. Beaucoup de chemin à faire, mais chaque jour est super cool. Génial. Ok, et Charlotte, donc ta compagne, enfin ta femme, elle est, donc Ouais. vous êtes tous les deux, vous êtes vignerons, et elle est alsacienne, hein. Ouais, elle est alsacienne, c'est Charlotte Ugel de la famille du même nom. Voilà. Entendu. Bon, elle nous Elle racontera passera peut-être tout nous à voir l'heure. un peu plus tard. Ouais, Voilà, elle s'occupe des chevaux pour l'instant, elle passera nous voir. Cool. voilà. Très bien. Et toi, Robin, alors? Alors moi, Robin, enchanté, je vous parle de Paris. Je suis caviste à Pigalle. J'ai une cave depuis 2 ans qui s'appelle la cave Pigalle, dans laquelle, oui, pour le nom, on n'est pas allé chercher très loin, mais voilà, dans laquelle on propose tout un tas de vins français, bien sûr, mais aussi on essaye internationaux et notamment européens, et bien sûr des vins portugais. Et donc à côté de ça, je suis membre du comité de dégustation de la Revue du vin de France, à laquelle je participe de temps en temps. Et j'ai eu l'occasion, justement récemment, de publier un article sur les vins de 2 régions du centre du Portugal, Dao, Paul va nous en parler, et Bairrada. Et moi, je suis tout simplement tombé en quelque sorte amoureux des vins portugais pendant mes études. J'ai fait un petit échange Erasmus à Lisbonne pour la petite histoire et j'ai commencé à goûter des vins portugais là-bas. Et depuis, j'y suis retourné à plusieurs reprises pour rendre visite à des vignerons, pour voir différentes régions et puis pour goûter les vins. Et donc, dans ta grande générosité, tu as pris le temps d'arpenter les vignes comme un explorateur au Portugal pour pouvoir revenir avec voilà, un super reportage sur ces vins-là. Donc, tu pourras nous en parler aujourd'hui. Complètement. Je trouve que c'est intéressant.
On a intitulé cette session boire plus de vin portugais. Et je trouve que c'est deux régions qui vont être très parlantes justement pour cette thématique-là, parce que c'est deux régions peut-être pas parmi les plus connues, mais deux régions historiques et qui montrent, qui symbolisent bien, je trouve, les différents atouts que peuvent avoir les vignobles portugais. Et justement, effectivement, dans l'article, tu fais un petit point un peu historique, Robin. C'est assez chouette de montrer parce qu'on a tous l'idée des vins de Porto un peu ou des vins un peu portugais qui seront un peu denses, assez larges, assez opulents comme on peut retrouver sur les clichés espagnols. Alors évidemment, on trouve de nouvelles choses aujourd'hui. Et donc du coup, il y avait un petit point historique qui était assez intéressant. Si on peut commencer par ça, c'était intéressant à partager. Ouais, bien sûr. Je pense l'idée aujourd'hui, c'est que quand on parle en France des vins portugais, il y a différentes réactions possibles, mais la première, c'est ah bon, il y a des vins au Portugal, peut-être déjà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Quand même, chez les amateurs de vin, on pense tout de suite les grands vins fortifiés, les grands vins mutés créés par l'industrie, par les Anglais, par la Pour le situation melon. aussi. Exactement. Des vins destinés à l'export, principalement, que sont les vins du Douro, les Porto et les vins de Madère, par exemple. Éventuellement, on pense aux petits blancs de Vinho Verde qu'on a bu pendant ses vacances au Portugal. Mais voilà, on a peut-être l'image de vins qui peuvent être un peu chauds, qui peuvent être un petit peu charpentés. Et cette image, elle vient du fait, on est dans la péninsule ibérique déjà, et elle vient aussi, je pense, à titre personnel, principalement de l'essor des vins de table du Douro. C'est-à-dire que quand il y a eu un petit peu des difficultés pour les maisons de Porto à vendre des vins fortifiés, hein, ça date de plusieurs décennies, on a commencé à faire des vins entre guillemets non mutés, des vins secs, on peut appeler des vins de table, on va dire, on va utiliser cette expression-là, dans le Douro. Et les maisons ont beaucoup développé ce segment-là, mais c'est pas particulièrement un vin historique, on va dire. Et donc les vins de table du Douro, ils sont arrivés un petit peu au moment où, d'une part, il y avait une mode influencée par tout ce qu'on sait, par Parker, par la critique internationale, par un goût aussi qui était le goût de l'époque pour des vins assez puissants, avec beaucoup d'extraits secs, beaucoup de matière, beaucoup de gras. Et donc, on a été une époque où on était beaucoup influencé par cette mode-là, et aussi par le fait que on ne fait pas du tout un vin non muté comme on fait un Porto. Et donc, avant de se rendre compte qu'il fallait faire des choses un petit peu différemment, je pense beaucoup à Dirk Niport, qui a été un des premiers à se lancer dans cette voie-là sur les vins de table. Et on faisait des vins du Douro, des vins de table du Douro, un peu comme on pouvait faire des Portos, des vignobles très solaires, exposés sud, peu d'altitude, qui mûrissaient énormément. Et puis après, il faut imaginer qu'un vin de Porto, on essaye d'extraire le maximum au tout début. On pige très fortement, on fait tout pour faire un vin qui soit costaud, quoi. Et donc, forcément, on a commencé par faire des vins de table dans le Douro exactement de la même façon. Ça a donné des vins extrêmement puissants, assez chaleureux du fait de la situation des vignobles. Et je pense que c'est aussi ça qui a influencé l'image qu'on a des vins portugais. Mais il faut rappeler du coup, et ce sera, je pense, une partie de notre propos aujourd'hui, que on est dans un pays qui, du point de vue du climat, est très influencé par l'océan, plus frais et plus vert dans certaines parties que beaucoup de régions espagnoles, par exemple. Et il y a l'altitude aussi par endroits qui joue, il y a tout un tas de choses, mais il faut imaginer que le vin, si on devait prendre l'image, le cliché, le vin portugais d'il y a 50 ou 60 ans, ce serait probablement un vin rouge qui titre à peu près 12 degrés, qui est finalement assez frais, qui est plutôt destiné soit à la garde, soit à une consommation de subsistance courante, et qui en général fait avec tout un assemblage et même plutôt une complantation de tout un tas de cépages, puisque les vignobles au Portugal, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui pour les vieilles vignes, sont quasiment tout le temps complantés de tout un tas de variétés, et même parfois dans les deux couleurs.
Effectivement, Robin, donc merci pour ce point historique, n'est-ce pas? Et effectivement, si on sort un peu de ces vins un peu construits et un peu plus denses, on peut descendre un petit peu aussi dans le sud, vers la région justement où tu es, toi, du Dao, Paul. Et c'est intéressant justement, Paul, quand parlait de la partie complantation et de cette culture justement de la vigne. Pourtant, on a toujours eu de la vigne là chez vous. Et des vins, alors. Alors, j'essaye de trouver un peu plus de bibliographie sur vraiment à quoi ressemblait la région, mais moi, rien que en regardant l'architecture locale, tous les bâtiments, alors moi, c'est un, on a un village qui a été très, très riche. Il y a c'est un tout petit village, mais il y a 7 maisons avec des blasons. Donc, c'est ces maisons très, très riches. La nôtre, apparemment, un propriétaire, il y a 300 ans, aurait été fait partie de la cour royale. En face, là, on a un blason, c'est d'un marquis. Et tous ont une cuverie dans la maison. Vraiment, que ce soit juste à l'extérieur ou sous la maison, il y a pratiquement dans toutes les maisons, il y a une cuverie. Et alors, bon, pour certaines, c'est de quoi gérer 150 000 bouteilles, des choses dans le genre. Hein. Ça allait jusqu'à des bouteilles ou juste en hectolitres, jusqu'à des grandes quantités, mais la plupart, c'est juste un petit lagar, donc des bacs en granit pour la macération et foulage au pied, et 2 cuves ou des fûts sous la maison. Toutes les maisons sont comme ça. Donc, déjà, ça me met un peu la puce à l'oreille sur le fait qu'on est clairement dans une région viticole de longue tradition. Après, dans mon village actuellement, ben, on a pratiquement perdu toutes les vignes, toutes les parcelles. Il reste en gros 4 hectares de vignes sur le village. Mais aussi au niveau du paysage, vraiment autour du village, ça se voit que tout était terrasse à vignes. Moi, je trouve encore dans les forêts autour d'ici, je trouve beaucoup de champignons, mais aussi beaucoup d'Américains qui poussent encore le long des arbres. Encore les piquets des rangs de vignes. Euh, Puisque ce n'est pas des piquets en bois, hein, c'est la plupart du temps des piquets en schiste ou en granit. Et donc, ils sont encore là, même pas mal de temps plus tard. Donc, clairement, c'est une longue tradition, même voilà, un peu dans toutes les régions, même si quand on regarde un petit peu dans la bibliographie, on entend plus parler du Douro il y a 300 ans ou plus. Et toujours voilà, en complantation de ce que je trouve. Euh, et, et voilà. Et alors, La complantation, justement, on peut l'expliquer un petit peu. Avant le phylloxéra, justement, on retrouvait beaucoup de vignes partout, que ce soit en France ou à l'étranger, etc., des vignes complantées. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs cépages qui sont toutes voilà, plantées sur une même oui, parcelle. oui. Effectivement. Donc là, vous avez une diversité ampélographique remarquable, en tout cas dans votre zone. Je t'en prie, Ouais, montre la carte. Excuse-moi. oui, non, mais je voulais juste montrer plus pour ceux qui n'ont pas. Est-ce que On tu veux que voit je la bien? partage? Bah, alors, c'est très cool de devoir la partager comme ça. Si tu veux, je fais un partage d'écran. Ah, bah avec plaisir. Je sais pas comment ça fait. Regarde, je le fais. Est-ce que Clac. tu as la carte? Voilà. Vous voyez? Ah, tu as la même en plus. Oh là Eh là. oui, j'ai pris la même la carte des vins, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je suis Donc, toi, tu es là tout au centre dans la région en jaune. Euh, donc, on a juste à l'ouest, on a une grande montagne qui nous protège des influences atlantiques. Voilà. Juste au-dessus aussi, donc juste au nord, on a une autre chaîne de montagnes qui font exactement la séparation entre le Douro et nous. Et en fait, le Douro, une énorme partie du Douro est dans le même département que nous, en réalité, mais au niveau climat, c'est radicalement différent. Nous, on a tendance à avoir des températures un peu plus basses en été, mais aussi plus basses en hiver, beaucoup plus tôt. On est dans les 1200 millimètres de pluie par an, ce qui est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, voilà, déjà pour faire un peu de volume, parce que c'est quand même ouais, c'est pas négligeable. Et aussi, en fait, pour une question d'équilibre, pour une question de futur aussi, hein, je pense que vraiment avoir de l'eau en grande quantité, c'est sûrement pas une mauvaise idée pour les années qui viennent. On a aussi une grande réserve souterraine d'eau. Donc nous, voilà, on tire toute notre eau de notre forage
Sur Donc, toutes tu les veux parcelles, j'ai un puits. dire que le DAO, c'est le futur, quoi. Enfin, c'est le passé, mais c'est le futur surtout. Pour moi, c'est le futur, en tout cas. Je n'ai pas prévu de m'en aller tout de suite. Voilà. On t'entend Et pas, après, Robin, si tu veux. pardon, Je fais des private jokes sans micro. Ton micro, il n'est pas allumé. mon micro? Je disais, c'est aussi parce Ah. que c'est aussi parce que tu adores les champignons, Paul. Tu peux nous le Alors, dire. ça, je ne savais pas. Ça, je savais pas. Et les champignons, ça dépend. Sur les raisins, un peu moins. Quoique, si j'arrive Oui. à faire des botrytis, ça me plairait bien. Mais, mais en arrivant ici, je ne savais pas que j'allais trouver une telle diversité fongique. Non, il y a énormément de cèpes, chanterelles et girolles, pieds de mouton. On s'en gave et il n'y a presque personne d'autre qui récolte Et son oui, petit. donc finalement, c'est plutôt humide. Et d'ailleurs, Ouais. Robin, tu nous as fait une super explication un petit peu sur la partie climatique et de ce qu'on y trouvait, tu sais, les cépages un peu principaux. Ah, bonjour Charlotte. Je suis juste de passage. Ah, est-ce que tu veux est-ce que tu veux juste te présenter en arrivant? C'est super que tu puisses nous dire un mot. Je suis Charlotte, je suis la femme de Paul, je suis la femme du vigneron. Je suis de la famille Ugel, alsacienne, donc j'ai un sac à dos assez chargé au niveau vin, avec pas mal de convictions. Et voilà, du coup, j'épaule Paul dans notre projet. Je suis la critique en chef. C'est lui qui fait la majeure partie du travail, mais il m'appelle quand il a besoin de quelqu'un pour critiquer ce qu'il fait. Voilà. Donc, je lui dis quand même parfois que j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est un grand compliment. Hmm. Et vous participez. Et ce matin, tu me disais justement que vous travaillez beaucoup sur la valorisation de votre lieu, un travail constant aussi et fort dans les vignes pour pouvoir à terme faire de grands vins, de vins qui durent. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Dans la région de Bayrada et du Dao, on a souvent la chance d'avoir des vins qui ont une grande longévité. Et c'était un peu ton rêve, toi, l'Alsacienne, qui ont des vins immortels aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, nous, enfin, moi, spécifiquement là, j'ai cette culture. C'est sûr que moi, j'ai goûté beaucoup de vins des années 60. Enfin, même, j'ai déjà goûté des vins qui avaient plus de 100 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui fait partie de ma culture. Et c'était une des choses qui nous a attirés dans le vin. Nous, on avait vraiment absolument envie de, de faire des grands vins. Et effectivement, dans le vin, il y a beaucoup, je pense que Paul en a déjà parlé, mais il y a peu cette culture du vigneron. Il y a assez peu la personne qui va avoir beaucoup de valeur ajoutée et qui va travailler la vigne, en fait, qui va vraiment travailler la vigne avec beaucoup de précision. Ici, le paysan est un petit peu... bon, il y a des savoirs ancestraux qui sont magnifiques, mais disons que celui qui travaille la vigne, c'est pas forcément celui qui a les plus grandes connaissances. Alors que en France, on a des gens qui font de l'excellence. Et je pense que cette région, le Dain, là où on est, avec cette culture de l'excellence un peu à la française et du vigneron, hein, simplement de l'excellence dans la vigne, peut faire des très grands vins. Et c'est quelque chose qui manquait dans notre région, donc c'est ça qu'on avait envie d'apporter et je pense qu'on apporte avec assez peu de surface, mais un travail où Paul on a un petit peu d'aide, hein, on a quelques personnes localement qui nous aident, mais Paul a quand même la main sur chaque travaux, quoi, chaque travaux important. C'est lui qui taille toutes les lignes, c'est lui qui va gérer tous les traitements. Donc il y a vraiment cette volonté de vigneron pour Ouais, effectivement faire des grands vins. ouais, vous avez un travail de vigneron beaucoup aussi, bah, voilà, à la vigne et aussi assez peu interventionniste au chai. Vous... Pardon, il y avait Franck qui arrive. Ah, Franck arrive tout de suite, hein, je le vois, hein, il va venir nous embêter avec deux, trois blagues tout de suite. Il se connecte. Et donc, voilà, peu interventionniste. Et ça, justement, votre vision, là, un peu la française, un peu à l'alsacienne, un peu, voilà, vous qui avez travaillé vraiment qui avez une vision assez internationale du vin aussi. Comment vos pratiques vigneronnes sont accueillies chez vous, là? J'imagine que... J'ai eu Et quelques beaucoup de pauses au vignerons début. voisins portugais? Je disais, je- ouais, notre premier millésime, en réalité, ça a été 2021. On est arrivé en décembre 2019 ici. En fait, on a commencé à gérer quelques parcelles plusieurs fois. Un des gros problèmes, ça a été justement que je taille un petit peu différemment de ce qui se fait ici. Euh, et il y a
Ouais, deux personnes avec lesquelles je me suis. Enfin, voilà, on a juste dû arrêter de s'occuper de la vigne parce qu'ils ne voulaient pas me laisser tailler. Donc, comment sont reçues Après, mes pratiques à la viticulture on ça est un va. peu, je pense qu'on est un peu vu comme des ovnis. C'est un peu, on est bizarre, hein. Je pense que Non, 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 mais après les autres, ça par c'était rapport aux en autres. hiver face aux vignes, mais en fait, les autres parcelles que maintenant Oui, mais je là, tu gère parles sont très contents. vraiment, presque moins dans notre milieu du vin que dans le milieu paysan. Ouais, mais Voilà. t'as Oui, demandé les pratiques viticoles. mais oui, partie viticole, c'est vrai. Et c'est C'est ça. Au vrai. niveau des pratiques viticoles, en tout cas, vous changez enfin, vous faites évoluer les pratiques, notamment en récupérant même des vieux pressoirs. Vous me disiez ce matin, c'est rigolo. Ouais, alors. Bah, Je pense qu'on est plus différent dans la vinif que dans les pratiques. Bon, à la vigne, bien sûr, il y a un travail qui est différent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui traitent leur vigne très bien, justement parce que c'est eux qui boivent le vin. Donc, souvent, on a des gens qui nous disent, des personnes d'un certain âge, qui nous disent, bah non, moi, je veux pas mettre d'herbicide parce que c'est moi qui vais boire mon vin, le vin de ma vigne. Mais effectivement, dans notre cuverie, on a eu énormément de gens qui nous ont expliqué comment il fallait qu'on fasse du vin, qui nous ont expliqué pourquoi on n'arriverait pas à faire du vin comme ça, qu'il nous fallait absolument un aératoire, qu'il nous fallait attends, absolument des cuves inox. parce que ça dépend. Il y a les œnologues et il y a les gens du village. Ouais, c'est deux mondes. Il y a Voilà. Ceux qui font du vin commercialement ne font pas comme nous. Voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses aussi dans la région où vous êtes. C'est il y a tout le monde fait un peu son vin chez soi, où là, il y a des pratiques un peu plus naturelles Exactement. Énormément. et plutôt paysannes avec du bon sens, voilà, plutôt que et une autre vision un peu plus commerciale où on va construire un vin, de ce que je comprends. Et donc, vous êtes plutôt dans la pratique proche des gens du coin, du village, qui, eux, Ouais, pratiquent un peu de la même manière que vous. exactement. Mais avec quand même un bagage technique plus important. Oui. Évidemment. C'est donc le choix d'Isigny Vignataire, le nom de la marque qu'on a décidé de prendre. C'est donc, ça veut dire voisin vigneron. On est entouré de petits vignerons qui ont tous leur petite vigne et, comme je disais, font leur petit vin sous la maison pour la consommation, pour la cuisine. Et c'est un peu, c'est énormément en hommage à ces personnes-là qu'on a décidé de prendre ce nom. Mais aussi parce que, en fait, j'ai appris énormément avec eux. Je me suis énormément inspiré de ce que de beaucoup de discussions avec ces vignerons dans le village. Euh, sur la vinification, voilà, plus de la moitié de mes vins, je les fais donc fouler au pied dans le lagar, donc dans ces grands bacs en granit, pour une courte macération. Euh, C'est-à-dire que moi, là, pour le moment, je fais un jour sur une cuvée et 2 jours sur une autre cuvée de macération foulée au pied. Ce que les Et œnologues ne nous laisseraient jamais faire. Si on avait un œnologue c'est ça. conseil, ils nous Mais, regarderaient. mais je remarque que tous les vignerons dans le village, tous les anciens, hein, Joaquin, José, son frère, ils ont chacun une durée différente, combien de temps est-ce qu'ils foulent, à quel... Et clairement, même si aujourd'hui, la plupart des producteurs qui ont une marque ont tendance à faire les vins au lagar parfois, mais quand même à faire toute la vinification en macération. Si je vais voir des septuas octogénaires qui font leur vin, qui ont appris avec leurs grands-parents, c'est tous des très courtes macérations. Et puis, c'est ce que nous dit la cuverie. Notre bâtiment, on a vraiment choisi ce bâtiment. C'est presque ce bâtiment qui nous a choisi. Quand on a visité, on s'est dit, ben oui, c'est ça, quoi. C'est exactement ce qu'on veut. Et c'est un bâtiment qui a seulement 3 lagars pour combien de cuves? Pour 20 cuves. Donc forcément, c'est des macérations courtes. C'est un bâtiment qui est fait pour faire des macérations courtes et envoyé après en fermentation dans des cuves. Donc voilà. Effectivement. Ok, très bien. Et donc, du coup, vous, aujourd'hui, vous avez, donc là, depuis le millésime 2022, vous avez 5 cuvées. Là, vous allez aller jusqu'à 4 hectares. Quelles sont vos cuvées? Qu'est-ce que vous faites comme vin? Alors, donc, bon, ça c'est 2021, on a un rouge et un claret. Je sais pas si on va réussir, non, pas trop avoir la couleur. C'est vraiment entre un rouge et un rosé, hein, je dirais. C'est vraiment un style dont on a entendu parler à la base, ce qui a fait la renommée du vin.
qui était jusqu'aux années 70 reconnue comme la région faisant les meilleurs vins tranquilles au Portugal. Comme beaucoup de régions, hein, la tradition des clarets, c'est quelque chose qui est présent dans énormément de régions. Oui, oui, bien sûr. Et donc, on était très intrigués par ce style. Ce qu'on est, on avait envie d'essayer d'en faire. Et comme disait Charlotte, notre cuverie a été clairement dessinée, pensée pour des courtes macérations en lagar et fermentation en jus. Donc, on s'est laissé dicter, dès nos premiers essais, on a fait un petit peu d'essais en 2020, on s'est laissé dicter la vinification par cette architecture. Donc, on a fait des tests voilà, avec 1 ou 2 jours dans ces lagars en granit. Et alors, les cuves en béton qui sont dans la cuverie, je suis en train de montrer vers la cuverie. Elle est... On imagine. Juste là. Ah. Elle est juste là. Ce grand bâtiment là. Voilà. Tout par gravité, avec plusieurs étages. Par gravité, mais les cuves en béton, on ne peut pas encore les utiliser. Donc, pour le moment, j'envoie directement en fût, en fait, pour la fermentation. Ok, donc alors, la stratégie, c'est que tu utilises plutôt au début des contenants plutôt en granit et ensuite, après, tu les mets dans des cuves dans... Voilà. Alors, les contenants en granit, c'est vraiment ce contenant traditionnel dans lequel on voit très souvent des photos, surtout dans le Douro, des gens qui chantent et dansent en train de fouler le raisin avec les jambes toutes rouges. C'est vraiment ça, on les trouve dans tout le nord du Portugal, on retrouve ces constructions, ces cuves, donc assez basses, en général entre 70 cm et 1 mètre de profondeur. Et c'est là-dedans donc on foule au pied. Voilà, les voilà. Alors moi, je n'ai pas tous les trucs en inox dedans. Pas de contrediscteur. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est ces bacs et les miens sont aussi plus grands. C'est 5 par 5 et 5 par 10, les deux que j'ai. Donc, alors, au niveau vinification, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ces cuves, c'est que je ne voudrais pas laisser les raisins trop longtemps dedans pour peur d'oxydation. C'est aussi ça qui m'a fait penser, alors surtout les nôtres parce qu'ils sont encore plus larges, c'est ça qui m'a fait penser déjà à ces courtes macérations. Voilà. Ah, je voulais quand même pas. On est aussi dans le bain. Elle est à 45 minutes à l'ouest. Là-bas. Aussi. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu... Donc, voilà, vous faites plutôt des clarets, vous faites aussi des rouges à base de Touriga Nacional, un peu Tempranillo, de vignes complantées, etc. Et toi, du coup, Robin, qu'est-ce que tu en penses Tu as eu la chance de goûter les vins de Paul et Charlotte, du coup? Ouais, tout à fait. Attention. Comment tu peux en parler? Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de les goûter. On va parler des vins qu'on goûte ce soir. Encore. Pas encore. Bonsoir tout le monde. Coucou Franck. Bonsoir. 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 Salut Robin, salut les amis, ça va? Très bien. Et toi? Ouais, ça va bien. Je suis avec un bon verre dedans de notre ami Antonio Madeira, 2019. Donc tu as de la chance. Je ne peux que bien aller. Donc, à Centenaria 2019. Okay. Jolie cuvée. Ouais. Donc, pour répondre à la question sur les vins de Paul et Charlotte, moi j'ai la double casquette, on va dire, entre dégustateur RVF et caviste. Donc je peux parler en toute franchise du claret parce que je le vends très bien à la cave. Oui, un mot peut-être sur le claret. On a dit que c'était un style présent dans tout le Portugal et c'est vrai. On peut peut-être expliquer que bon, voilà, comme on s'en doute, vu le nom, c'est une espèce de rouge très léger ou de rosé dans lequel il n'y a pas vraiment de vraie macération. Les pots passent très peu de temps en contact du mou et en général, après 2 jours, on décuve et on laisse les fermentations se finir sans les pots, ce qui donne une espèce de rosé rouge léger qui se boit très facilement et qui est très agréable et qui peut être un vin de consommation assez immédiate, on va dire. Et je peux vous dire que du coup, celui de Paul et Charlotte trouve tout à fait son public à Paris. C'est une espèce de rouge léger. Le terme est un petit peu galvaudé, mais glou-glou qui a été très apprécié parce qu'il se boit très facilement. Il est rafraîchissant. Un rouge avec assez peu de tanins et d'épaules. Et c'est important pour la région parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais les vins du Dao en général, ils peuvent avoir beaucoup de structure
ils peuvent avoir pas mal d'acidité, ils ont un squelette qui est assez présent et ils sont souvent faits pour vraiment durer dans le temps. Donc ça, c'est pour le claret. Et je trouve que le rouge, le Tinto, qu'ils nous ont fait pour leur premier millésime, il est vraiment tout ce que c'est une très bonne représentation de ce que j'aime dans les vins du Dao. C'est-à-dire que on est sur quelque chose de plus sérieux, très frais. Il y a la complantation des cépages qui joue. On est sur quelque chose qui a de la structure et qui a de quoi tenir. On a même cette espèce de petite rusticité des tanins, en final, sur ce premier millésime qui est assez intéressant, qui peut aller loin, mais sans, on va dire, les artifices peut-être de l'œnologie moderne qu'on retrouve parfois dans certains des vins que j'ai goûtés dans le Dao, c'est-à-dire des vins qui sont rendus peut-être un peu trop secs par leur élevage ou un peu trop boisés, ou qui sont faits de manière un petit peu plus industrielle ou un petit peu plus technologique et qui sont faits pour plaire au goût du jour. Non, là, on a vraiment une espèce de vin du Dao comme on peut imaginer qu'il aurait été fait il y a longtemps, peut-être avant la période des coopératives. On y reviendra peut-être aussi, mais c'est important pour l'histoire du Dao. Mais un vin du Dao, donc avec un fruit assez noir, avec cette touche un peu graphite, qui je retrouve est un dénominateur commun des vins du Dao, et à qui on a envie de donner rendez-vous dans quelques années, quoi. Et c'est vrai que pour embrayer ce que tu dis, Robin, pour être un fervent défenseur des vins portugais, d'abord par leur richesse empéographique, parce que je trouve qu'il y a c'est vrai que je m'intéresse aux vins du monde depuis 25-30 ans. Et c'est vrai qu'il y a 25-30 ans, il y avait vraiment cette lecture d'opposition. Je veux dire, à la limite, la richesse qu'on avait plutôt envie de faire du Cabernet, du Merlot un peu partout pour montrer qu'on était capable de le faire. Et aujourd'hui, je trouve que quelque part, ça a été cette vision-là, ça a été un espèce d'appauvrissement profond et un non-respect des grands terroirs potentiels, voilà, comme peut l'être l'Autriche, aujourd'hui la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, enfin voilà, c'est des pays qui ont une richesse empéographique incroyable. Et j'aime toujours à penser, à rappeler aussi et ça c'est un sujet dont on parlait ce matin, on a préparé notre talk show sur la complantation, qui est toujours un sujet qui était enfin voilà, le phylloxéra est venu quand même rompre 15 siècles d'histoire, 15 ou plus d'ailleurs, avec voilà, cette complantation, cette variété des raisins, cet enracinement profond à la fois dans la tradition. Et je pense qu'il y a une espèce la nature fait bien les choses, il y a eu une espèce de sélection naturelle qui s'est faite au cours des années, où finalement des plants se sont déjà acclimatés l'un à l'autre, sont acclimatés à la région, et ils ont une espèce d'adaptation naturelle, on la voit dans la théorie des champs des espèces, etc. Mais au niveau botanique, pour avoir une fois discuté avec Pierre Gallet, c'était hyper intéressant. Il avait retrouvé différents types d'évolution des grenaches. Et selon les mouvements des siècles, il y avait eu des fossiles, des choses qu'il avait retrouvées. Vous pouvez voir, c'est un homme extrêmement précis, sur les feuilles, voilà, selon les périodes un peu plus froides, un peu plus chaudes, etc., le grenache avait su faire évoluer sa feuille par rapport à voilà, cette intelligence qu'a la nature. Incroyable. Et c'est vrai que si on parle de Bayarada, et ce que j'aime bien, tu parlais de graphite et de signature de terroir, et justement cette multiplicité de cépages, et voilà, et cette empreinte argilo-calcaire qu'on va retrouver en dégustation géosensorielle sur les vins de Bayarada, qu'on va retrouver un petit peu différemment sur les vins d'Aran, où on va avoir plutôt un toucher granitique et graphite, et plus resserré, plus sur l'avant de la bouche. C'est vraiment du signe pour moi que le Portugal, entre autres d'Aran et Bayarda, mais il y a d'autres appellations. On parlait de Colares, j'ai défait une bouteille récemment de 69 qui était assez incroyable. Voilà, quand on voit le Ramisco, quand on voit le sable, quand on voit cet incroyable vignoble, et le Buslas qui est à côté, une appellation assez extraordinaire. Mais et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut goûter des vins du Portugal qui ont été faits de facto en agriculture bio parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter des produits, quoi. Et on goûte des vins qui ont 25-30 ans. Et encore une fois, je vous laisserai après parler des coopératives parce que c'est quand même un sujet qui a marqué le paysage viticole portugais. C'est incroyable, moi, de voir cette énergie dans les vins, cette capacité à défier le temps. Et à la fois, on a l'impression que c'est brut, que c'est dénudé. Il y a beaucoup d'esprit, beaucoup de profondeur dans les vins. Pour moi, c'est un pays qui me touche beaucoup.
à la fois par ce côté viticole, mais aussi par le côté humain. C'est un pays avec un cœur énorme, des gens qui ont une beauté d'âme profonde. Et voilà, je m'arrêtais, je suis un grand amoureux du Portugal. Mm. Oui, il y a cette richesse en péographique, il y a énormément de cépages différents. Si je ne dis pas de bêtises, il y a l'interprofession qui, à l'occasion de Provine, il y a quelques années, on se vantait d'avoir presque 350 variétés de cépages plantés au Portugal, dont 250 endémiques. C'est-à-dire que oui, on n'a pas été épargné ici dans certains endroits par l'arrivée des variétés dites internationales. Mais bon, plus de 250 cépages sur un pays qui est assez petit, hein, quand on compare à la France, par exemple, c'est déjà vraiment quelque chose. Alors, on ne les connaît pas tous très bien, ces cépages, parce qu'évidemment, la tradition, c'était la complantation. Et c'est notamment le cas dans le Dahon, où il y a de très petites exploitations, on va dire, de viticulture de subsistance, où en gros, on a des petits vieux qui faisaient le vin de la maison, et probablement le style de l'époque, c'était ces vins-là où il y avait beaucoup de rouge, un petit peu de blanc à la vigne, tout était récolté en même temps et co-fermenté. Et ça faisait des vins de consommation un peu plus courante. Probablement que les blancs étaient récoltés un tout petit peu plus mûrs et venaient apporter ce gras, cette petite matière, cette petite richesse qui venait sans doute dompter un petit peu les tanins des rouges de la région qui autrement peuvent mettre un peu de temps à se faire en bouteille. Hein, et c'est aussi la force de la région, c'est la longévité de ces vins. Et donc, beaucoup de complantation, une viticulture de subsistance, mais aussi un rôle, une particularité historique, c'est-à-dire que Salazar, le dictateur qui a régné sur le Portugal pendant plusieurs décennies au XXe siècle, a voulu rendre plus efficace, on va dire, la production de vin en Portugal et a créé un super système de méga coopératives qui ont un peu donné le là de la viticulture et des vins du pays pendant plusieurs décennies. Et la particularité en plus du Dahon, c'est que Salazar, le Dahon, c'était sa région. Et il y a une spécificité où les coopératives avaient une espèce de monopole d'achat de raisins dans la région sous Salazar, ce qui fait que même très moderne et aussi, aussi moderne et avec les moyens qu'elles avaient, les vins n'étaient pas toujours de grande qualité et ça a un petit peu vraiment terni l'image des vins de la région. Quand on parle jusque dans les années 90, on lit les critiques internationaux de vin sur les vins du Dahon à l'époque. Je crois que c'est Jancis Robinson qui disait dans les années 90 ou 2000 que c'était parmi les plus uncharming et unpleasant wines in the world. Quoi. Enfin, c'était une région vraiment compliquée à l'époque. Et donc, on tient ça probablement de cette culture de la coopérative qui a fait que la qualité des vins n'en est pas sortie grandie et ça n'a pas permis de développer, justement, Charlotte en parlait, peut-être cette image, enfin cette figure du vigneron à la française, on va dire, en tout cas le vigneron qu'on connaît nous en France, qui cultive sa vigne et qui fait son vin à partir de sa vigne, qui impulse le ton en vinification et qui produit son propre vin à partir des raisins qu'il est allé récolter dans la vigne qu'il travaille, lui. Et donc, quand on est sorti de la dictature, il y a eu aussi des difficultés économiques dans les années 80, il y a eu l'entrée dans l'Union européenne, et à ce moment-là, le Portugal avait beaucoup de retard sur les autres viticultures, on va dire, des pays occidentaux, et il a fallu aller très vite. Donc, on n'a pas eu le temps d'analyser tous ces cépages, on n'a pas eu le temps de conduire tout un tas de tests, on a appris de ce qui avait été fait avant, mais on est allé très vite sur les campagnes de replantation. On a choisi, en gros, on est passé de dizaines et de dizaines de cépages qu'on pouvait avoir, par exemple, dans la vallée du Douro, à 5 variétés qu'on connaissait bien et qu'on a replantées de manière massive après quelques études. Mais en tout cas, on est allé assez vite et on a appauvri, sans doute, la culture en pélographique très, très riche du Portugal. Donc, on en revient un peu, et c'est le cas aussi à Dao. Mais il y a vraiment il y a vraiment deux mondes différents. Les très vieilles vignes qui, sur des toutes petites surfaces, en général, appartiennent encore à des petits vieux qui les travaillent pour eux, quoi. Et des domaines un petit peu plus gros qui sont nés après les subventions de l'Union européenne, qui sont nés après les campagnes de replantation et qui font
qui font du vin comme ils l'ont appris, en gros, à Bordeaux dans les années 90 et les années 2000. Hein. Il faut voir encore beaucoup de vignerons portugais qui font du vin aujourd'hui. Leur école de référence, c'est l'école bordelaise et c'est l'école un petit peu internationale, quoi. Donc ça a aussi beaucoup marqué la viticulture portugaise en général. Au moment où elle s'est ouverte vers l'extérieur, elle est allée très vite vers cette forme de modernité. Et la modernité à l'époque, c'était Bordeaux, c'était les vins costauds, les vins parcurisés, on peut même utiliser le terme, et les variétés soit internationales, soit les vins monocépages. Paul et Charlotte, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble qu'aujourd'hui, vous pouvez vendre du raisin, vous vendez plus cher, si vous vendiez à une coopérative, des raisins d'une seule variété à des raisins d'une vigne complantée. Nous, on récupère des vignes et on récupère des raisins parce que les gens ne peuvent pas les vendre au CAF. Et il y a 15 ans, les CAF coopératives ont massivement demandé aux gens d'arracher les plantations. Une petite histoire, une des choses aussi, peut-être que Bayram a plus que le Down et qui est quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans le Down, mais on y travaille, et au Portugal en général, c'est le partage de connaissances. En fait, on se retrouve assez souvent. C'est vrai que en France, et nous, c'est notre culture, hein, moi, c'est comme ça que je me suis éduquée au vin. J'ai commencé à travailler dans notre magasin familial et j'ai un sommelier, Lionel Rousseau, pour ne pas le citer. J'avais 16 ans et il m'a dit, tu sais quoi, tu veux apprendre le vin, tu prends ta voiture et tu vas visiter des vignobles. Il m'a donné une liste de vignobles, je suis allée en Jura. Et puis du coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la fermentation malolactique. Je dis, mais qu'est-ce que c'est la fermentation? Et voilà, on m'a tout expliqué comme ça. Moi, j'ai tout appris comme ça. Et c'est quelque chose, on peut aller dans les meilleurs domaines en France et les gens vont expliquer de A à Z comment ils font leur vin, comment ils le collent ou pas, pourquoi il fait ces fermentations comme ça, et vraiment dans le détail. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans les vignobles portugais, comme s'il y avait un peu un secret que les gens voulaient garder. Mais du coup, ça donne aussi un certain manque de culture. Et on parlait justement de Bordeaux. Moi, dans le milieu du vin, ma famille est quand même pas anodine. Et on discutait avec un œnologue de la région qui disait, oui, moi j'ai fait mes études à Bordeaux, qui était très très sûr de lui, qui était très bien habillé d'ailleurs, hein, qui arrivait chez nous, qui avait l'air un peu repoussé par le fait que notre cours soit en terre. Et il me parlait de vin liquoreux. Et je dis, j'ai peut-être une petite idée sur les vins doux, voilà, sur le botrytis, etc. Et je lui dis, bah oui, ma famille en fait, et on est quand même assez connus depuis longtemps, on a une grande histoire de vin liquoreux. Il me dit, ah, à Bordeaux. Alors que je lui avais dit 3 fois que j'étais en Alsace, je me dis, non, le monde ne tourne pas autour de Bordeaux. Il y a d'autres choses autour de Bordeaux, d'autres personnes qui produisent des grands vins liquoreux. Mais il manque un petit peu cette ouverture. Ça vient parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, beaucoup de gens qui ont voyagé et qui ont une ouverture. Mais il y a comme ça, c'est plein de petites certitudes et une culture du vin en fait qui manque de partage. Et par le manque de partage, forcément, on a un peu un repli sur soi et un manque d'ouverture, un manque de culture. Alors certes, il y a peut-être un manque de partage, Charlotte, mais je crois que vous aviez eu la chance aussi d'avoir maintenant, vous, accès à des parcelles qui ont été bien entretenues toutes ces années. Notamment, là, vous avez une super parcelle complantée de vignes qui ont au moins 80 ans, voire plus. Comment vous avez eu accès à ces parcelles-là? Comment elles ont été traitées? Parce que vous avez la chance d'avoir un super matériel végétal aujourd'hui. Mais encore une fois, je parle du monde viticole, vinicole en fait. Ouais, pas du monde, qui sont vraiment de monde. Et effectivement, ouais, nous on a. C'est rigolo parce que dans la paysannerie, dans vraiment les gens qui s'occupent des parcelles, oui. Là par contre, je veux dire, ils donnent, évidemment, et ils donnent leurs connaissances, je veux dire, à bras ouverts. C'est vraiment deux mondes. C'est vrai que j'ai tendance à le dire un peu comme ça, je mélange les deux, mais c'est deux mondes totalement différents. Et c'est vrai que le monde comme ça, rural de notre village, est absolument fantastique. Et voilà, Joachim, qui est le héros de Paul, qui greffe en place, qui fait ses massages depuis 40 ans, qui a récupéré la parcelle de son grand-père, qui fait pas de coups traumatisants, qui est bourgeonne magnifiquement bien, parce que aussi il donne les bourgeons à ses moutons. Donc c'est génial, c'est des écosystèmes. Et en fait, avec tout ça, ça fait des vignes fantastiques. Alors, pour juste comment est-ce qu'on trouve ces parcelles, ma manière préférée d'aller chercher de nouvelles parcelles,
La manière qui fonctionne. C'est celle qui fonctionne le mieux. C'est le dimanche matin, aller au bar d'un des villages autour d'une autre, prendre un café ou plus souvent une bière, parce que mesdames vont à la messe et messieurs vont boire des bières. Et à un moment, attraper quelqu'un, n'importe qui dans le bar, et demander est-ce que quelqu'un a une parcelle de vigne dont il peut plus s'occuper, dont il veut plus s'occuper, qu'il voudrait louer ou vendre. Et là, sous une quinzaine de minutes, à peu près, tout le bar est dans la conversation. Et le Joachim, il n'y a pas son frère qui est en Angleterre? Oui, mais alors, du coup, il est revenu. Mais son neveu, son neveu, oui, mais en fait, du coup, il s'est marié, donc ils sont repartis là-bas. Et on part dans des conversations qui n'ont aucun lien avec ce qu'on disait. Ouais, et puis ça finit il y en a un, il y a quelqu'un, il m'envoie vers quelqu'un, donc il faut que j'aille voir un tel ou un tel, et petit à petit, comme ça, bon, ça, c'est assez chronophage, mais on trouve de temps en temps des parcelles fascinantes. Il y a, Euh, oui, non, je disais, il y a quelques questions techniques. ouais, je les vois passer, je sais Vu pas qu'il y a comment. Julia et Bruno, les avis. Je refais un grand coucou à Julia et Bruno. Et si vous avez envie d'ailleurs, on pourra peut-être prochainement faire un wine talk show sur les vins de Roumanie, parce que Julia et Bruno ont sorti un super bouquin sur les vins de Roumanie, sur Dragazani, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas à aller courir, lisez-le, achetez-le. Une bonne source pour découvrir ce très beau vignoble aussi avec une ampélographie très très riche. J'avais une petite question. Oui. Je te laisse lire les questions, et en attendant, Ouais. Robin ou même Julia ou Bruno, si vous voulez parler, quel est le grand vin portugais qui vous a donné la plus d'émotion hors Porto? C'est à Robin. Robin. Très bonne question. On n'avait pas préparé, donc je te fous dans la merde, mais j'assume, c'est pas grave. Moi, je pense que ce qui m'a marqué, et j'en parle un petit peu dans l'article notamment, c'est forcément une vieille bouteille. Et mon idée aussi de mettre en relation ces deux régions qui sont Bairrada et Dão, c'est un endroit, c'est un vin et un endroit un petit peu magique, un petit peu absurde aussi, qui sont les vins de Bussaco. Donc Bussaco, c'est pas exactement, je pense, la montagne dont tu parlais, Paul, tout à l'heure, mais c'est une autre petite montagne qui en gros sépare Bairrada et Dão, qui a une histoire très particulière au Portugal. On parlait de l'ancienneté de ces vignobles-là. Le premier roi du royaume du Portugal, qu'on appelle Alphonse Ier en français, il a déclaré cette zone-là, depuis la montagne de Bussaco, comme une zone viticole. Il faut savoir qu'il se battait contre les Maures et contre l'Espagne aussi à l'époque. Et bon, évidemment, comme beaucoup de choses, c'était pour lever un impôt. Donc, il y avait un intérêt derrière tout ça. Mais on a des traces où on sait qu'au XIIe siècle déjà, la zone était viticole. Elle était depuis plus longtemps, mais on a déjà des écrits à cette époque. Et cette zone de Bussaco est très intéressante parce que voilà, c'est pas une énorme montagne, mais c'est une montagne qui sépare d'en haut du Bairrada, qui en font deux régions différentes, mais sur lequel on trouve aujourd'hui un espèce de palace, dans un espèce de néo-gothique portugais qu'on appelle le néo-manuélien. Donc, faut le voir pour le croire. C'est vraiment de la décoration extrêmement ornementée. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas ornementé, où il n'y a pas des détails, etc. Et ce palace-là, il a une histoire tout à fait particulière, puisque lorsqu'il est revenu à l'État portugais, puis à une famille, on en a fait un hôtel, un palace. Et depuis maintenant une centaine d'années, il y a la famille qui gère ce palace qui en fait un vin, donc le vin de Bussaco, qui a toujours été en rouge et en blanc, dans les deux couleurs, un assemblage de raisins du Dão et de raisins de Bairrada. Donc le vin à l'époque, c'était vraiment le vin de table, le vin de l'hôtel, destiné à être servi au restaurant de l'hôtel. Mais l'hôtel, du coup, on avait une collection de millésimes qui pouvait remonter à 50, 60, 70 ans en arrière, et qui était justement une espèce de cathédrale de vin de la région, pour montrer la capacité de vieillissement à la fois de ces rouges et de ces vins blancs. Et pour revenir à la question, du coup, Franck, parce que je me perds un peu, c'est peut-être un Bussaco blanc 1968 qui, moi, m'a beaucoup marqué.
qui était un vin encore d'une vivacité et d'une jeunesse assez impressionnante pour son âge, avec voilà, des notes racinaires, encore beaucoup d'acidité, une jolie amertume. On n'avait pas du tout basculé dans le côté extrêmement oxydatif, même s'il y avait déjà pas mal de notes pâtissières, de toffee, etc., des choses assez intéressantes. Ouais, c'est un vin blanc où je me suis dit, bon, quand même, c'est sérieux. On a 2 régions qui méritent qu'on s'y intéresse. Et puis en plus, l'histoire autour de ce vin-là est assez étonnante parce que c'est que très récemment, je crois il y a une vingtaine d'années, que l'hôtel a commencé à commercialiser les vins en dehors de l'hôtel. C'est vraiment à partir de ce moment-là que c'était un secret un petit peu de polichinelle pour les Portugais, mais que les amateurs de vin ont commencé à s'intéresser à ces espèces de vins un peu bizarres, de cette montagne un peu bizarre qui assemblait les 2 régions qui sont Bairrada et Dao. Et, euh, et quand on parle à beaucoup de vignerons, et notamment de néo-vignerons au Portugal et de ces 2 régions, il y a toujours une espèce de vieille bouteille qui avait 4 ou 5 décennies au compteur, qui les a marqués et qui les a poussés à vouloir faire du vin dans la région. Ça peut être des très vieux bagas, comme on peut en trouver à Bairrada. Là, d'ailleurs, je bois un petit 2001 de Luís Pato qui est tout à fait en forme, qui est dans le commerce aujourd'hui et à un prix défiant toute concurrence pour un vin qui a 20 ans. C'est qui importe ça? C'est une bonne question. Moi, il revient du Portugal, mais je ne l'ai Si pas c'est acheté dans en le commerce, France. on est preneur, hein. Je pense qu'il y a des En tout amis. cas, c'est dans le commerce au Portugal et il me semble que Luís Pato est importé. Il faudrait que je retrouve mes notes pour trouver le nom de Et regarde, l'importateur. c'est écrit dans la RP, c'est toi qui l'as l'article et il y a écrit les noms des importateurs, des vins du J'ai monde. oublié, mais en effet, et il n'importe pas tous les vins, mais c'est vin du monde, il me semble. Les vins Si je du dis pas de monde. bêtises. Ouais. En tout cas, oui, ça peut être un vieux baga, ça peut être un vieux daon aussi en rouge comme en blanc, soit un vieux vin de Boussaco, soit il y avait à l'époque, dans les années 60, 70, 80, ce qu'on appelait le centre d'études des vins du Dao, qui a aussi fait des micro-productions de vins du Dao où ils faisaient plein d'essais sur des monocépages, sur des choses comme ça, etc. Et les vins sont quasiment introuvables aujourd'hui, mais ceux qui ont eu la chance d'en goûter, souvent, Ouais, tous ils ont ont une des émotion énormes très souvenirs. forte qui leur a donné des souvenirs Et et Guillaume qui peut-être nous a même mis l'envie de faire du vin. et Guillaume qui nous a mis un lien sympa dans le chat. Merci. Ouais. Quinta Portuguesa. Euh, Tu veux répondre aux questions peut-être Ouais, je peux. J'allais juste rebondir sur un truc. Oui, le centre d'études de Nerl, justement, au niveau de mes complantations, vu que j'en ai beaucoup plus cette année. Ils ont une spécialiste, l'ingénieur Vanda, une dame de 78 ans, qui est la plus grande spécialiste ampélographique de la région, qui passera me voir cet été pour aller identifier là, dans les vieilles vignes que j'ai récupérées. Donc, j'ai hâte de savoir un peu plus ce que je cultive. Pour le moment, je ne sais pas vraiment. Voilà. Juste, C'est bien beau c'est ça d'aller pour dire un trouver peu une parcelle, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Non, c'est ça. Alors, il y a toujours un petit peu un problème entre ce que les propriétaires me disent et la réalité, parce que, par exemple, ouais, on m'a déjà dit un cépage et quelqu'un d'autre en passant me dit, mais non, ça, c'est pas du tout ça. Ou alors, ouais, il y a tout plein de choses. Enfin, ils se font passer le mot, et puis, ouais, je sais pas du tout ce que je cultive en réalité. La parcelle dont sort le claret, là, dont Robin parlait avant, il semblerait qu'il y a une bonne quinzaine de cépages, entre 10 et 15 cépages. Mais en réalité, bon, bah, jusqu'à cet été, je ne saurais pas. Pour répondre aux questions, surtout de Julia, j'ai l'impression. Euh, Quand il y a des il questions y a- techniques, Julien n'est pas bien loin. sur les pH bas, en effet, on a tendance à avoir des pH vers les 6 sur les sols dans la région. Super, Paul. Ouais, je crois que C'est bien, seulement j'ai encore que très peu d'expérience dans la région. Et aussi, voilà, au niveau des vinifications, ouais, c'est vraiment des vinifications en fût. C'est-à-dire que Claret, bah, le blanc, c'est pressurage direct dans le lagar, très oxydatif, ça va en fût directement. Et le Claret, juste après avoir foulé pendant 24 à 48 heures.
Et le débourbage directement dans le fût, c'est-à-dire que je le laisse tous les matins, tous les soirs, je vais le faire déborder un petit peu pour, euh, pour, euh, pour un débourbage sans passer par une cuve. Je n'ai pas de contrôle de froid, donc voilà, il faut que je simplifie aussi. Et sur les rouges, uniforme cuve inox, vendange entière. Le surgreffage, je ne l'ai pas encore fait, puisque voilà, je m'installe seulement pour le moment et je n'ai pas encore l'intention de planter. Ma priorité, c'est vraiment récupérer des vieilles vignes et les récupérer. Parce que avant de planter, voilà, ça me brise le cœur. Chaque année, je vois des parcelles se faire arracher. Et j'ai pas envie qu'il y ait voilà, des cépages qui soient perdus comme ça, juste parce que j'avais pas de quoi prendre un hectare de plus, ou plutôt un dixième d'hectare de plus, parce que c'est plus ça les parcelles que je trouve. Et ensuite, sur la taille, ben, c'est traditionnellement dans la région beaucoup de taille courte, de taille longue, donc du guyot, guyot simple la plupart du temps. Mais depuis, alors tout à l'heure, Robin parlait de l'arrivée de l'Europe au Portugal. Il y a une taille qui est arrivée avec l'Europe, qui est la taille en cordon, qui du coup, dans la région, tout le monde, en fait, tout le monde appelle cette taille, la taille cordon, la taille CEE pour Communauté économique européenne. Donc, il y a quelques parcelles, surtout les parcelles qui ont été abandonnées, que je me retrouve assez souvent obligé de faire en cordon. Mais la plupart du temps, j'essaye vraiment de faire une transition vers Guyot, puisque voilà, de ce que je trouve comme information, de ce que je vois, c'était vraiment ce qui était fait dans la région. Vu qu'on est vraiment en complantation un cep, un cep, un cep, un cep, c'est difficile d'adapter chaque taille à chaque cépage. Peut-être que sur le long terme, mettre des codes couleurs par cépage pour savoir que celui-ci, il faudra que je le taille en cordon, en guyot ou je sais pas, oui, en taille courte ou en taille longue. Peut-être que ce sera faisable, mais pour le moment, non, je peux pas vraiment. Si on parle par exemple d'Antonio Madeira, qui est le vigneron dont tu bois le vin, Franck, qui a une histoire un petit peu similaire dans une autre sous-région, du Ouais. Dao, qui est montagneuse et qui est assez différente, mais qui est très intéressante. Il a aussi récupéré des très vieilles petites parcelles de vieilles vignes à des petits vieux, en gros, ou qui allaient être abandonnés. Et il avait un blog à l'époque, alors en portugais, mais il avait un blog dans lequel il s'amusait parfois avec des experts de l'ampélographie portugaise à vraiment faire un inventaire des cépages qu'il avait dans ses parcelles. Et c'était vraiment, bon, bah, j'ai 4 pieds d'Encruzado, j'ai 12 pieds de Malvoisie, j'ai 40 pieds de Touriga Nacional, j'ai 2 pieds de cette variété blanche que je connais pas, j'ai 1 pied de cette variété rouge inconnue. Et voilà, on parle vraiment de complantation. Ça donne le tournis, quoi. Il y a des parcelles où il y a une Ouais. vingtaine ou 25 cépages différents, certains complètement inconnus. Et oui, c'est vrai que c'est vraiment passer d'un pied à un autre parfois, quoi. Il a une parcelle où il dit qu'il en a 40. Il- voilà, c'est sûr que Et c'est une justement, organisation aussi. sur la dégustation que tu as faite, tu sais, Robin, est-ce que c'est aussi par cette richesse de diversité de cépages qu'il n'y a pas une uniformisation du goût aussi? Bon, aussi parce que les vins que tu as goûtés sont des vins voilà, qui sont travaillés de manière très vivante aussi en vigne, mais il y a pas une uniformisation des goûts, pardon. Tu disais que voilà, chaque vin avait sa propre identité aussi. Est-ce que c'est, pour toi, comment tu la définirais? D'où elle vient cette superbe diversité en termes de goût, de style? La diversité, tu veux dire des vins portugais en général ou... Non, tu sais, justement, là, quand tu faisais un zoom sur la région, par exemple, Dao ou Bairrada, il y avait pas tout était assez différent, même s'il y a une uniforme. Enfin, on peut dire qu'il y a la partie quand même richesse du vin et son acidité qui vient aussi équilibrer. Ça, c'était la trame assez naturelle. Mais il y avait des goûts assez différents, en fait. Il n'y a pas une typicité des vins de Dao. Voilà. Pas toujours, en tout cas, il y en a peut-être plus en rouge qu'en blanc, mais après, ça vient aussi de la grande diversité des sous-régions. Alors, les sous-régions, on les connaît encore mal, c'est marrant, hein. Justement, on parlait d'Antonio Madeira. À une époque, il était juste passionné de vin, entre guillemets. Il s'était pas encore
fait à l'idée de déménager au Portugal pour s'installer et faire du vin. Mais il était passionné par la région de ses grands-parents et en gros, il commençait à regarder à Baldao, c'était une région connue. Il y a 7 sous-régions. On entend parler de ces 7 sous-régions, mais en gros, à quoi elles correspondent, on n'entend jamais parler de caractère organoleptique, en gros, ou de typicité des vins dans ces sous-régions. Et il est allé se renseigner, et en gros, ce que les Portugais lui ont répondu, le peu de Portugais qui avaient la réponse, les experts en vin portugais, il lui dit, en fait, ça correspondait surtout à une espèce de zone de chalandise des 7 grosses coopératives de la région. Donc, il y a vraiment des zones et des sous-régions très différentes dans le Dao. Voilà, Paul et Charlotte sont dans un endroit très vert, assez humide, il y a beaucoup d'eau. Si on regarde plus près de la Serra da Estrela, qui est une chaîne de montagnes qui est la plus haute du Portugal, là, c'est vraiment un peu plus sec. C'est très pauvre, très granitique et un petit peu plus montagneux. Si on va un peu plus à l'est, vers Penalva, on est peut-être sur une zone assez montagneuse aussi, mais un peu plus verte et avec beaucoup plus d'argile et plus luxuriante. Donc, il y a probablement des typicités et plein de choses à découvrir, mais il est encore un peu tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas forcément cette recherche de terroir qui a de nouveau eu lieu. Bon, on l'a dit, il y a plein de cépages différents. Et il y a aussi quelque chose, alors moi j'en parlais en blanc notamment, c'est peut-être qu'il y a un style qui n'a pas encore été trouvé. On connaît le style des vieux rouges de la région, on sait que ce sont des vins voilà, avec des notes plutôt fruits noirs ou fruits des bois, une espèce de petite twist végétal ou racinaire, des tanins qui sont marqués, de l'acidité qui peut être marquée, et puis cette sensation, pour les meilleurs, cette sensation graphite un peu frontale, un peu serrée des tanins qu'on va retrouver. Mais pour les blancs, bah, ça arrive un petit peu plus tard, c'est un peu plus moderne, donc on se cherche. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir de l'acidité. Il y a un cépage blanc du Dao qui a plutôt la faveur des consommateurs et des vignerons, qui est l'Encruzado, parce qu'on peut le vinifier, on peut lui apporter cette petite oxydation, on peut le vinifier entre guillemets à la bourguignonne, en fût, avec soit du bâtonnage, soit un élevage sur lit total, mais qui résiste assez bien à ce type de vinification et qui fait des vins assez intéressants. Mais voilà, c'est pas forcément la seule piste. Et moi, j'ai goûté que des blancs assez différents dans le Dao, parce qu'il manque. Il n'y a pas un style très défini, en tout cas, dans les blancs du Dao. Et c'est aussi peut-être. Il y a tout un travail à faire de redécouverte. D'une part, on a plein de cépages. Donc, les isoler, ça permet peut-être de mieux les comprendre, de découvrir quels sont leurs caractères. En même temps, quand on a cette espèce de complantation, bah, on lisse un petit peu l'effet variétal et peut-être qu'on s'approche un peu plus de la vérité, entre guillemets, du terroir ou de l'année. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Mais oui, c'est une région qui est quand même grande et dans laquelle il y a encore plein de choses à découvrir. Mais l'approche purement mono-variétale, elle n'est pas forcément la plus intéressante. En tout cas, je n'ai pas de préférence philosophique entre l'une et l'autre. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que ceux qui ont cette approche monovariétale, c'est souvent une approche plutôt commerciale. On peut écrire le cépage en gros sur l'étiquette, c'est le cas dans les blancs par exemple avec l'Encruzado, alors que ceux qui vont travailler de la complantation, en général, c'est qu'ils ont récupéré de la vieille vigne complantée, ou alors qu'ils s'inscrivent dans une démarche un petit peu plus traditionnelle de faire des vins comme on les faisait à l'époque. En tout cas, merci de ce temps de partage. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. On y passerait la nuit, parce que les vins portugais délient la langue et ouvrent le cœur. Beaucoup d'énergie dans ces vins. Un grand merci à tout le monde d'être présent parmi nous. Merci Robin. Donc, pour faire un petit coup, n'hésitez pas, vous allez lire l'article de Robin dans le dernier magazine dans la revue 20 France de ce mois-ci. Nous, avec Robin, on a commencé à réfléchir à un article sur on aime bien les cépages un peu autochtones, donc on va sûrement ouvrir notre carnet de route pour aller faire un tour en Italie avec quelques vieux cépages. Donc, on se retrouvera autour d'un webinaire sur l'ampélographie italienne, moi qui me passionne aussi. Belle chose. Un immense merci à tout le monde. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, que ce soit Robin ou moi, parce qu'on poste souvent des coups de cœur et des dégustations de la revue. Voilà. Un immense merci à tout le monde. Je vais laisser un petit mot de la fin à nos invités. On se retrouve assez prochainement pour un webinaire autour de la biodynamie. Et puis, Justine, qui est là, prendra acte avec Julia et Bruno
je pense qu'on ne peut plus. Il faut qu'on parle de la Roumanie qui nous fait vibrer aussi par la beauté de ses vins et de ses paysages. Voilà. Un immense merci à tous de votre fidélité. Voilà, on se retrouve bientôt, soit en digital ou soit dans le papier de la RVF. Et voilà, un petit mot peut-être à Robin et à notre ami Vigneron pour terminer. Un mot de la fin. Robin. Oui, bien sûr. Bah, merci à tous d'être venus nous écouter. On s'est un peu perdu dans nos pensées. Et c'est aussi, il y a tellement de choses à dire en même temps, rien que sur le DAO, que vous pouvez être parti pour plusieurs heures. Alors, j'imagine que si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre a posteriori à Justine ou directement et je serais ravi d'y répondre. Et merci à tous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à boire des vins portugais et notamment des pas vins à aller du DAO. voir Robin dans sa cave à Paris, la cave Pigalle. Tu as l'adresse? 3 rue Victor Massé, j'osais pas le dire, mais oui, j'ai quelques vins portugais voilà, il y a pas, y dans a la pas réserve. Il y a des bonnes bouteilles à ouvrir. Donc, si vous êtes parisien, n'achetez plus vos vins ailleurs, il faut aller que là-bas. Il faut y passer en tout cas. C'est vrai que là, la sélection que tu nous as fait justement dans la RVF donne vraiment envie et ça donne envie d'aller découvrir tous ces vignerons qui mettent, comme tu dis, comme Pascal disait dans les commentaires, leur âme dans les vins, leur tripes dans les vignes. C'est très beau et donc j'ai hâte de goûter vos vins, enfin tes vins, Paul en tout cas. Donc un dernier mot de la fin pour toi. Bah, moi, il faut venir. Euh, il faut venir nous voir. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à voir, des gens à rencontrer, des vins à découvrir. Euh, c'est, c'est vraiment une région. Alors moi, je parle surtout de ma région, une région fascinante, mais en fait, tout le Portugal, hein, si on regarde un petit peu une carte viticole du Portugal, il y a une diversité de styles et, et de vin qui est juste incroyable. Et en plus, exacerbé par le fait qu'il y a une diversité de cépages immense. Il y a plein de choses à découvrir et c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent pour essayer de retrouver le goût de leurs grands-parents, pour essayer de promouvoir les goûts, en fait, les goûts, parce que c'est pas seulement dans le vin, c'est aussi sur les produits. Je pense voilà, aux huîtres, aux cochons, aux fruits et légumes. Il y a plein de choses exceptionnelles à goûter par ici. J'ai faim. Allez, bon appétit bien sûr. Et puis merci à tous les deux, les gars. Bis à Charlotte qui est repartie sans doute. Ouais, ouais. Et, Assez mignon. Merci. À demain, Franck. Pardon? Merci à tous. À demain, Franck. Bye bye. Ciao. Bye bye. Et on se retrouve le mois prochain pour la suite de nos aventures. Bye bye.